Bonjour à tous. Alors vous avez peut-être entendu parler d'apprentissage profond, deep learning. Vous vous demandez peut-être comment Kasparov a pu se faire battre aux échecs ou comment on a réussi à vaincre les champions du jeu de Go. Eh ben, on va essayer d'expliquer ça dans cette vidéo qui s'intitule Jusqu'où ira l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? Il en existe beaucoup de définitions. À l'origine, les premiers qui ont parlé un peu de ces choses-là, ça a été Alan Turing dans les années 40. Et lui, il envisageait une intelligence de type forte, c'est-à-dire une intelligence de type humaine, capable de reproduire les comportements de l'humain, d'apprendre, de se donner des objectifs, etc. Il est connu aussi dans le monde de l'IA, de l'intelligence artificielle, parce qu'il a posé le test de Turing. Ce test, ça dit qu'on arrivera à reconnaître une intelligence artificielle forte si, en la faisant dialoguer au travers d'un écran avec des humains, ces humains ne sont plus capables de savoir s'ils discutent avec d'autres humains ou avec un programme. Alors ça, c'est hors de portée, y compris maintenant. Et ce qui a fait progresser un petit peu le domaine, ça a été plutôt une autre approche, l'approche de l'intelligence artificielle faible, qui a été défendue notamment par Marvin Minsky. C'est pas le seul, il y en a eu plein. Donc le but, c'était de simuler des tâches précises, par exemple apprendre à jouer au jeu d'échecs, apprendre à conduire une voiture, apprendre à reconnaître quelque chose dans une image. C'est un petit peu plus un horizon qu'un état. Pourquoi est-ce qu'ils ont parlé d'intelligence artificielle? Pour être clair, c'était pour lever des fonds. Il fallait avoir de l'argent et donc il fallait faire des programmes de recherche un peu sexy entre guillemets, c'est-à-dire pour lesquels l'État ou l'armée a envie de mettre des moyens là-dessus. Donc le terme d'intelligence artificielle, principalement à l'époque, il a été introduit pour ça. On va étudier plusieurs cas. Le premier cas, c'est le cas du jeu d'échecs. On va regarder un petit peu comment est-ce qu'un programme a réussi à battre Kasparov. Alors le jeu d'échecs, c'est un jeu qui a passionné les chercheurs en intelligence artificielle pendant des dizaines d'années. Le premier programme qu'on a mis au point, enfin pas vraiment mis au point, mais on en a couché l'idée sur le papier, c'était Alan Turing qui l'a fait en 47. Dans les années 60-70, il y a eu différentes approches pour construire des programmes pour jouer aux échecs, des approches dites système expert, dans lesquelles il y a des règles qui vont faire que si on voit les pièces dans telle position, on joue plutôt tel coup, plutôt tel autre, et puis des approches force brute, en fait, qui vont essayer de considérer tous les coups possibles et puis de jouer le meilleur coup. On va détailler ça par la suite. Cela dit, dans ces années-là, les programmes et les ordinateurs qui existent font que on arrive tout juste à un niveau vaguement débutant pour jouer. C'est seulement à la fin des années 70 qu'il y a des programmes qui sont en mesure d'affronter des champions. Champions, c'est-à-dire le 500e mondial à l'époque, un lord anglais qui a mis 1 million de livres sterling sur la table pour motiver les chercheurs pour l'affronter. Voilà, c'était là. Dans les années 80, la montée en puissance des ordinateurs va faire qu'on envisage de jouer contre les meilleurs. Et en 89, un programme va affronter Garry Kasparov, qui est un des champions du monde de l'époque. Le programme va se faire battre à plat de couture, mais la partie reste quand même relativement intéressante, et là on sent que la course est lancée pour savoir quand est-ce qu'on réussira à battre les champions. Il y a tout un programme qui est lancé par plusieurs sociétés, et celui qui va être à la manœuvre, c'est IBM. IBM qui est un constructeur d'ordinateurs, et ils se donnent pour objectif de construire un ordinateur capable de jouer 200 millions de coups par seconde, puisqu'ils estiment qu'à ce niveau-là, on sera capable de battre les champions. Et effectivement, ils y arrivent en 97. C'est le coup de tonnerre dans le monde médiatique. Il y a 2 parties qui sont jouées cette année. La première fois, Kasparov réussit à s'en sortir en mettant au point une stratégie super compliquée. Il arrive à battre le programme, mais les ingénieurs revoient le programme et 6 mois après, ou même pas, ils rejouent et ils réussissent à battre Kasparov. Alors pourquoi est-ce que c'est impressionnant? Le jeu d'échecs, ça peut être vu comme un problème à résoudre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire résoudre le problème du jeu d'échecs? Ça veut dire être capable d'énumérer toutes les parties possibles. Le problème, c'est que ces parties, il y en a 10 puissance 120. Ça représente beaucoup trop de parties pour qu'on soit capable de toutes les énumérer avant la fin de l'univers. Même avec un ordinateur qui joue 200 millions de coups par seconde. Donc, comment est-ce qu'on fait? Bon, on va appliquer une technique qui s'appelle la technique alpha-beta. Sur le jeu d'échecs, ça consiste à faire ceci. Si on vous donne un plateau et que c'est au tour des pions blancs de jouer,
eh ben on va énumérer en fait tous les coups qui sont possibles à jouer pour les pions blancs. Par exemple, il peut dire un coup possible, c'est que j'avance mon pion ici, un autre coup c'est que j'avance celui-ci là, un autre coup c'est que j'avance mon cavalier de ce côté. OK. Et puis en moyenne, en gros, on a 30 coups possibles à jouer sur un plateau en courte partie. Et puis pour chacun des nouveaux plateaux que ça va produire, on va essayer d'envisager tout ce que peut jouer l'adversaire. Donc de la même façon, ça va nous produire encore une trentaine d'autres plateaux. Et ainsi de suite. Si moi je joue là, et que lui il joue là, et que moi je joue là, et que lui il joue là, et que moi je joue là, à la fin ça m'amène sur des plateaux. Alors je peux pas creuser comme ça jusqu'à arriver à la fin de la partie, puisqu'il y en a, c'est trop long. Par contre, je vais pouvoir envisager comme ça 3, 4, 5, 6 coups à l'avance. Et à la fin, je vais tomber sur un plateau. Je vais mettre une note à ce plateau. Et le but du programme, en gros, ça sera de se diriger vers le chemin où il a le plus de chances de tomber sur un plateau où il estime qu'il va gagner. Voilà, c'est le principe du jeu qui a joué contre Kasparov et qui a gagné. C'est un principe assez vieux, ça date des années 60-70. Alors pourquoi est-ce qu'on a IBM à la manœuvre ? Parce que c'est un constructeur d'ordinateurs, et il veut montrer qu'il est toujours leader dans la construction. Donc il va mettre au point cette espèce de gros ordinateur, là, Deep Blue. Dans cet ordinateur, on retrouve une trentaine de processeurs à 120 MHz, ce qui fait rigoler par rapport au téléphone aujourd'hui. Mais voilà, c'est 30 processeurs qui vont calculer les coûts au maximum, et 512 coprocesseurs dédiés. C'est des processeurs qui savent faire qu'une chose dans la vie, c'est évaluer un plateau. Mettre une note à un plateau, comme je vous ai dit. Et cet ordinateur-là, il est capable de considérer 40 milliards de positions, donc 40 milliards de coups, c'est, voilà, si vous faites 30 fois 30 fois 30 fois 30, 6 fois de suite, vous arrivez à peu près dans ces eaux-là. Et c'est seulement avec cette débauche de puissance qu'on arrive à battre Kasparov. Alors, ça c'est bien. Une fois qu'IBM a fait ça, on se dit, ok, c'est les champions, ils sont toujours très forts pour construire des ordinateurs, tout va bien. Mais d'un point de vue de l'intelligence artificielle, on est un petit peu arrivé à la limite de l'approche. Cette approche, elle date des années 60-70, on la connaît. On savait qu'on mettrait du temps à être capable, avec cette approche, de battre les champions, mais on sait aussi que cette approche, elle va s'appliquer sur des jeux comme le jeu de dames, mais on va voir après qu'elle ne marche absolument pas avec le jeu de Go. Et un des problèmes aussi dans cette approche, c'est que l'intelligence, en fait, c'est dans la fonction d'évaluation des plateaux. C'est quand je dois évaluer mon plateau, à la fin, là, que je peux plus creuser, je me dis j'arrête de creuser, j'évalue le plateau. Les ingénieurs, là, chez IBM, ils ont torturé une pléthore d'experts américains, russes et de partout dans le monde. Ils ont extrait 8000 règles pour évaluer le plateau. Alors, évaluer le plateau, c'est dire, tiens, je vais compter le nombre de pions, où est placée la reine, où sont placés les fous, qu'est-ce qu'il me reste comme pièce par rapport à l'autre, etc. Pour être capable de mettre une note. Le problème, c'est que dès que vous changez de jeu, toutes ces 8000 règles, vous les prenez, vous les jetez à la benne, elles vous servent plus à rien. Il faut tout refaire lorsque vous passez au jeu de dames, par exemple, tout bêtement. Donc, Deep Blue, c'est une démonstration de puissance de calcul, principalement, mais c'est pas quelque chose qui, fondamentalement, en fait progresser le domaine de l'intelligence artificielle. Et on va voir ça avec le cas du jeu de Go. Le jeu de Go, pourquoi est-ce que c'est plus difficile que les échecs ? Je vous avais dit que pour les échecs, il y avait 10 puissance 120 parties possibles. Pour le jeu de Go, il y en a 10 puissance 700. Aux échecs, il est possible de jouer environ 30 coups quand j'ai un plateau donné. Au jeu de Go, il y en a 300. Et surtout, le pire, c'est que au jeu de Go, il n'existe pas de fonction d'évaluation très intéressante. On a beau torturer les experts du jeu de Go, ils n'arrivent pas à expliciter des fonctions qui soient très intéressantes pour arriver à noter le plateau. Et de ce fait, si vous prenez une approche à la Deep Blue, vous prenez même Deep Blue, l'ordinateur, avec du matériel 1000 fois plus puissant, on arrive juste à un niveau débutant pour le cas du jeu de Go. Et oui, le meilleur programme là qui battait Kasparov, il est tout juste débutant quand il s'agit d'être appliqué au jeu de Go. Alors comment est-ce qu'on va faire des progrès ? Une première chose, c'est qu'on va appliquer un algorithme qui s'appelle l'algorithme de Monte-Carlo. L'algorithme de Monte-Carlo, son principe, c'est que plutôt que d'essayer tous les coups possibles, on va favoriser en fait certains coups qui semblent être intéressants et on va essayer de creuser plus profondément, voilà, pour essayer d'établir une stratégie.
Alors, ce qui est intéressant, l'avantage sur Deep Blue, c'est qu'avec Monte Carlo, on n'a pas besoin de coder explicitement une fonction d'évaluation. On va avoir en fait la possibilité de faire cette fonction en jouant au hasard les fins de partie. On pose les pions au hasard, et si on fait ça suffisamment de fois, ça nous donne une bonne estimation de la valeur du plateau, quelles sont les chances pour les pions noirs de gagner à la fin. Donc il n'y a pas besoin de connaissances autres que les règles du jeu, et ça tombe bien, parce qu'ici on n'avait pas trop d'idées en fait pour arriver à coder des fonctions d'évaluation des plateaux. On va pouvoir creuser plus profondément et peut-être établir des stratégies qui sont plus intéressantes. Alors effectivement, lorsqu'on a utilisé ce principe de Monte Carlo pour les jeux de Go, on avait un niveau qui était stagnant jusque-là, et d'un coup ça s'est mis à devenir bien meilleur, jusqu'à atteindre des niveaux, disons, d'amateurs un peu confirmés. C'est pas encore des niveaux professionnels, mais on sentait qu'on était sur la bonne piste. Les algos, ils ont été introduits en 2006, c'est relativement récent. Monte Carlo, ça existe depuis plus longtemps que ça, c'est utilisé dans d'autres domaines, mais l'application au jeu de Go, ça a été fait à ce moment-là. Alors comment est-ce qu'on va arriver à des programmes qui arrivent à battre les meilleurs mondiaux, comme ça s'est fait il y a quelques années? C'est là où interviennent ces fameux réseaux de neurones. Un réseau de neurones, ici, je l'ai symbolisé par cette espèce de cerveau. C'est pas des vrais neurones. Un réseau de neurones, il faut comprendre que c'est un programme. C'est un programme qui a pour but d'apprendre à partir d'exemples qu'on lui donne. Dans le cas du jeu de Go, qu'est-ce que ça va être? Les exemples, on va lui donner des plateaux de parties qui ont été joués par des professionnels. Ici, on va dire, à cette étape de la partie, lorsque le plateau était comme ça, le joueur qui a les pions noirs, il a joué ici, et à la fin, il a gagné. Vice versa, le joueur qui avait le pion blanc, ensuite il a joué là, et à la fin il a perdu. Le réseau, ce qu'il va apprendre, c'est que il y a certains coups qui apparemment sont bons et d'autres qui apparemment sont mauvais. Il va essayer de reproduire les bons coups et d'éviter les mauvais coups. Ça, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. C'est-à-dire, la supervision, c'est qu'on lui fournit les exemples et on lui dit ce que ça a amené à la fin. L'apprentissage supervisé, souvent, il ne suffit pas pour bien faire apprendre un réseau de neurones. Il faut énormément d'exemples. Des exemples de parties, on en a quelques centaines de milliers, mais c'est pas assez. Il va falloir des millions, des dizaines de millions de parties. Où est-ce qu'on les trouve? On va faire affronter le réseau. Une instance du réseau va affronter une autre instance du réseau. Ils vont jouer plein de parties comme ça. Ils vont apprendre des parties qu'ils jouent. À la fin, le noir a gagné, le blanc a perdu, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage renforcé. C'est quand on va faire jouer les programmes qui sont en train d'apprendre, on les fait jouer, on les fait ici jouer l'un contre l'autre, et ils apprennent des parties qu'ils jouent, ils apprennent des résultats. Et ça, ils vont pouvoir le faire des millions de fois, et à la fin, ça va faire grandement progresser leur niveau de jeu. Et effectivement, ça, c'est un réseau de neurones qu'on va utiliser. Le deuxième réseau de neurones qui va être utilisé, c'est un réseau de neurones, là, pour le jeu de Go, qui va évaluer les parties. Donc on a un réseau qui évalue les coups possibles, qui va dire, tiens, c'est intéressant de jouer ici ou ici. L'autre, il va évaluer plutôt le plateau. Ce qui va dire, c'est, tiens, ici, quand je regarde ce plateau, je pense que les noirs, ils ont 70% de chance de gagner. Voilà, c'est tout ce qu'il va faire. Comment est-ce qu'il va apprendre ça? On va lui montrer un plateau, on va lui dire à la fin, c'est les blancs qui ont gagné, et il va apprendre. Voilà. C'est aussi comme ça que ça marche. Enfin, comment est-ce que tout ça, ça va se mettre en place? On va utiliser les réseaux de neurones que je vous ai présentés avec l'algorithme de Monte Carlo. L'algorithme de Monte Carlo, je vous avais dit, il va essayer de creuser dans des endroits qui semblent être intéressants. Comment est-ce qu'il va déterminer où est-ce qu'il est intéressant de creuser? Il va consulter l'algorithme prédiction de coups. L'algorithme prédiction de coups, il va dire, tiens, dans 20%, moi je pense que si tu joues là, il y a 20% de chance que tu gagnes à la fin. Si tu joues ici, il y a 50% de chance que tu gagnes à la fin. Donc que va faire mon algorithme de Monte Carlo? Il va avoir tendance à explorer plutôt ce côté, mais il va explorer aussi un petit peu ce côté. Comment est-ce qu'il va faire pour savoir si finalement l'intuition, entre guillemets, de départ était la bonne? Il va regarder un peu vers quel genre de plateau il aboutit, et il va mettre des notes à ces plateaux. Je vous ai dit tout à l'heure, pour mettre des notes, on faisait les fins de partie au hasard. Maintenant, plutôt que de faire ça, on va utiliser un réseau de neurones qui va mettre la note. C'est le fameux réseau évaluation du plateau qui va mettre une note. Et peut-être qu'il va s'apercevoir qu'à la fin, ici, on a toujours 50% de chance de gagner. Ici, on en a plus que 40. Mais que ici, si on joue une succession de coups spécial, on arrive à 70% de chance de gagner. Donc finalement, ce coup-là, qui était pas évident d'être bien au départ, il se révèle être bon, et donc il faut plutôt creuser encore là-dedans.
Si on fait cette approche, eh ben là, on arrive à vaincre les meilleurs mondiaux. C'est intéressant parce que on évalue beaucoup moins de positions que Deep Blue n'en évaluait pour jouer aux échecs. Deep Blue, rappelez-vous, il évaluait 4 milliards de positions pour jouer, c'est énorme, avant de prendre une décision. Ici, on a des programmes qui vont évaluer de façon un peu plus intelligente, entre guillemets, ils vont considérer que quelques dizaines ou centaines de milliers de positions possibles, c'est beaucoup moins. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans Deep Blue, en gros, le gros de l'intelligence, il était fourni par les experts qui avaient codé les 8000 règles d'évaluation qui étaient des experts humains. Ici, ce qui est intéressant, c'est que personne n'a codé les règles d'évaluation, on les a fait apprendre à des réseaux de neurones. Alors, ces réseaux de neurones, à quoi est-ce qu'ils servent? Où est-ce qu'on les retrouve à part dans les jeux? Bon, vous en avez entendu parler, bien sûr, on les retrouve dans la conduite automatique. Vous avez des véhicules, ils sont équipés de capteurs différents. Vous avez parmi ces capteurs des caméras. Le but de la caméra, ça va être de reconnaître sur la route qu'est-ce qui est un véhicule, qu'est-ce qui est la route, qu'est-ce qui est de la végétation, par exemple, qu'est-ce que sont des bâtiments, des piétons, etc., pour prendre des décisions. Donc il y a toute une phase comme ça de perception qui est déléguée à des réseaux de neurones, par exemple. Vous avez aussi la recherche d'images ou la recherche de vidéos. Donc ici, comment ça va se passer? On va chercher dans une image, on va dire tiens, je veux une image d'un pont dans une ville la nuit. Hop, il vous trouve cette image-là. Alors comment ça s'est passé? Comment il a fait? Eh ben, c'est qu'en fait, il y a une première étape dans laquelle l'algorithme va analyser l'image et il va ressortir des noms. Ici, nuit, pont, ville, pont suspendu, rivière, etc. Et ensuite, quand on va faire notre recherche, il va essayer de voir s'il y a une correspondance entre les mots. Comment est-ce qu'on fait pour entraîner un réseau de neurones dans ce cas-là? Eh ben, c'est pareil, il y a une grosse phase ici supervisée. Et en fait, il y a quasiment que des phases supervisées, pratiquement. Il y a un peu de renforcement, mais on peut pas le laisser complètement tout seul, disons, pour faire son renforcement. La phase supervisée, ça va être des humains qui vont regarder l'image et qui vont associer des mots. Ils vont dire, tiens, ici, il y a une image d'enfant, ça c'est une tête d'enfant. Ici, c'est un clown. Ici, ça a l'air d'être une fête. On va associer ça, on va apprendre sur des dizaines, des centaines de milliers d'exemples. Donc ça demande du boulot humain sur lequel va apprendre l'algorithme. Voilà. Où est-ce qu'on retrouve ça encore? Dans tout ce qui est en fait le traitement du langage, que ça soit la reconnaissance de la parole parlée, et donc on va transcrire la parole parlée. On va transcrire la parole, enfin l'écriture, donc l'écriture manuscrite, je suis là. Hop, moi j'écris très mal, mais c'est pas grave, on va avoir un programme qui va être capable d'analyser ça et de me taper les caractères correctement. Toute la traduction aussi utilise beaucoup des réseaux de neurones maintenant, c'est plus performant que les approches qu'on avait précédemment, quoi. Et puis à titre d'exemple, vous avez par exemple dans les mailers, Gmail qui analyse le mail, qui reconnaît qu'ici c'est une demande de rendez-vous, et du coup qui va vous proposer des réponses type rapide. Compte sur moi, ok, je suis dispo, ou bien désolé, je peux pas venir. C'est utilisé aussi beaucoup dans le domaine médical. Pas pour toutes les tâches, mais il y a des tâches où ça marche très bien, d'autres où ça marche pas. Les tâches pour lesquelles ça marche très bien, un exemple, c'est la détection de mélanome. Donc, on va faire une photo de votre grain de beauté, vous n'êtes pas sûr. Vous passez ça, en fait, dans un programme, et le programme, il va vous donner un diagnostic, il va vous dire si le mélanome a l'air dangereux ou pas, avec une précision qui est au moins égale aux meilleurs médecins qui existent. Ils ont fait des tests là-dessus, ça marche très bien pour ce genre de choses. Il y a d'autres choses pour lesquelles ça marche pas du tout, ou du moins que ça marche pas très bien. Voilà, c'est pas à tous les coups on gagne avec les réseaux de neurones, voilà. Mais il y a plein de fois où ça marche. Alors pourquoi est-ce que ces réseaux de neurones, on les voit apparaître un peu maintenant? On a l'impression qu'il y a une effervescence, et c'est le cas. Il y a une effervescence dans l'utilisation des réseaux de neurones, ça révolutionne tout un tas de domaines. Je vous ai dit que les réseaux de neurones, ils existaient depuis les années 50. Donc pourquoi on s'est pas aperçu avant que ça marchait bien? On s'en est aperçu, mais disons qu'avant on pouvait pas vraiment les utiliser puisque ça nécessite l'apprentissage, une grosse puissance de calcul et énormément de données, étiquetées, des données labellées, des données sur lesquelles apprendre. Et ça, c'est quelque chose qu'on a depuis relativement récemment. Ici, je vous ai mis une image, c'est des data centers, enfin c'est une allée dans un data center, c'est des entrepôts immenses qui sont peuplés d'ordinateurs. Ici, c'est pas un ordinateur, en fait, c'est des ordinateurs empilés les uns sur les autres. Il y en a des milliers comme ça. Ils ont de la puissance de calcul, ils ont du stockage,
et on va pouvoir justement ici entraîner des réseaux de neurones sur des ordinateurs de ce type. Alors, dernière partie de mon exposé, l'IA représente-t-elle un danger? Alors, ici, on va parler des dangers d'une IA forte. Il y a beaucoup comme ça de gens, parmi ces gens, en fait, je me permets d'en parler, parce qu'il y a Stephen Hawking, Elon Musk, Bill Gates, qui sont pas complètement que des hurluberlus, qui disent, attention, l'IA, peut-être qu'on va arriver à un point où elle va prendre conscience d'elle-même et qu'elle va considérer l'humanité comme un danger potentiel et peut-être qu'elle va nous anéantir. Du coup, elle va lutter contre nous, elle va se rebeller. Alors la meilleure réponse que j'ai trouvée à ça, c'est la réponse de Yann Lequin qui dit que, grosso modo, dans tous les romans de science-fiction, on voit un petit peu ça, c'est Terminator, grosso modo. Et en fait, nous, on a tendance à plaquer nos propres émotions, nos propres envies sur ces machines ou ces programmes, en fait. Il leur est prêté un instinct de conservation, de la jalousie, du désir, etc. Mais il n'y a aucune raison, en réalité, qu'un programme apprenne ça. Le programme là qui a fait le jeu de Go, AlphaGo, à aucun moment, en fait, il a la notion de désir, de jalousie ou d'ambition de devenir le premier mondial. Absolument pas. Toutes ces qualités et ces défauts, elles sont présentes chez les humains. C'est du fait d'un processus évolutif, c'est du fait de la société dans laquelle on vit, de beaucoup de choses, etc., qui ne s'appliquent pas en fait à ces algorithmes. Donc il n'y a pas de raison automatique qu'on arrive à quelque chose comme ça. D'autre part, en réalité, on n'a aucune idée de la façon dont on va pouvoir faire des IA fortes, c'est-à-dire des IA avec une intelligence de type humaine. La réalité actuellement, c'est plutôt les dangers inspirés par une IA faible, c'est-à-dire les IA qui existent actuellement. Alors qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être des problèmes de mauvais apprentissage, et puis on va discuter en fait aussi de destruction d'emplois. Alors les mauvais apprentissages d'abord. Oh non, on lâche une IA sur Internet, elle devient raciste et négationniste. Aïe, problème. Alors d'où ça vient ce truc-là? Ça vient il y a quelques années, Microsoft avait développé une intelligence conversationnelle pour faire des conversations tout simplement, converser avec des internautes sur Twitter, et à peine lancée, quelques temps après être lancée, quelques heures à peine, elle se met à tenir des propos négationnistes. On lui demande est-ce que tu penses que l'Holocauste a eu lieu? Non, pas vraiment, désolé. Oups. Comment ça se fait? Oups. Alors comment ça se fait? C'est tout simplement que l'intelligence artificielle qui a été lancée, elle avait un réseau de neurones à l'intérieur qui a appris. À partir de quoi il a appris? Il a appris à partir des pages internet, il a appris à partir des conversations, certaines conversations qui avaient été stockées, etc. Et dans cette base d'apprentissage, quand on lui posait des questions sur le racisme, l'Holocauste, etc., il a répété ce qu'il avait appris. Et donc, ça montre, en fait, que sur la base sur laquelle il a appris, en fait, elle contenait beaucoup d'exemples de ça. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit un petit peu, le genre d'idées qui circulent aussi sur les réseaux, dans nos sociétés. C'est pas un hasard, c'est dû à la société dans laquelle on vit, dans laquelle il y a tout un tas de préjugés racistes qui existent. C'est, d'autres sociétés auraient d'autres préjugés, probablement. Enfin, c'est même certain. Ici, ça fait apparaître ça. Alors là, c'était rigolo, parce que les internautes étaient allés titiller cette intelligence artificielle pour voir quelle connerie elle allait déblatérer, et puis rapidement, elle en a déblatéré. Mais c'est aussi utilisé pour des choses beaucoup moins rigolotes. Par exemple, pour la justice, il y a un programme comme ça qui est utilisé aux États-Unis, je crois, qui va évaluer si quelqu'un qui a été condamné a de fortes chances de récidive. Et en fonction de ça, on va fixer sa peine. Le problème, c'est que l'apprentissage, pour savoir s'il y a des risques de récidive, il est fait sur les jugements précédents, et ces jugements, ils sont empreints de racisme. Et donc, une étude a démontré que avec le même dossier, mais juste en changeant la couleur de peau, un blanc, un noir, le noir avait bien plus été évalué comme récidiviste en puissance, bien plus que le blanc. Et donc, il y avait une plus lourde peine. Et ça servait donc à justifier, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Ça va justifier qu'on enferme les noirs encore plus. Alors, est-ce que ça veut dire que les IA, automatiquement, elles vont comme ça développer des préjugés n'importe comment, sortis de n'importe où? Non. En fait, ça montre ces IA, elles sont pas vraiment autonomes, elles apprennent. C'est vraiment des programmes pour apprendre.
ces IA, elles apprennent ce qu'on leur montre, et si on leur montre des choses où il y a des biais, où il y a des préjugés, tout simplement, elles vont reproduire ces biais, elles vont reproduire ces préjugés. Ça, quel risque ça pose concrètement? C'est que si on fait apprendre avec des bases de données biaisées, les biais vont ressortir, et ça sera un problème. Si qui va nous fournir les données, qui peut les exploiter actuellement? C'est des grands groupes, principalement Google, Amazon, etc. Des États aussi un peu puissants. C'est pas n'importe qui peut faire apprendre des gros trucs, quoi. Alors dans une autre société, si on était dans une société communiste, on pourrait utiliser tout ça pour exhiber les biais et essayer de les corriger nous-mêmes. Bon, c'est pas utilisé vraiment pour ça actuellement, malheureusement. Alors un autre risque qui existe, je vous ai dit, l'apprentissage il se fait sur une base supervisée souvent. Et le problème c'est qu'il faut étiqueter des données, que ça soit des vidéos, des images, des textes, il y a plein de tâches comme ça qu'il va falloir faire. Ça actuellement c'est fait par des travailleurs humains qui bien souvent sont sous-payés. Alors il y a eu un reportage comme ça qui est passé sur France 2, qui s'appelait je crois les Forçats du clic, c'est un très bon nom. Ça montrait des gens qui passent leur journée comme ça à faire des petites tâches, des micro-tâches pour essayer de gagner même pas le SMIC à la fin de la journée. Alors, on voit aussi bien sûr l'article dans la LDC de 2020 et pas 2015, qui est très bien, pour montrer un petit peu tous les problèmes que ça pose pour des travailleurs humains. Alors il faut savoir que vous-même, probablement, vous avez déjà fait du travail comme ça sans le savoir. C'est pour tous les sites là où on vous demande, on veut vérifier si vous êtes bien un humain et pas un programme, on vous demande de trouver où se trouvent les feux rouges dans l'image, de réécrire là cette partie de texte où on voit un mot pas très bien écrit, un petit peu mal scanné. On vous demande de le faire vous. Et en fait derrière ça va dans des algos d'apprentissage, on le demande à plein de personnes et on va faire apprendre comme ça, on va améliorer des réseaux de reconnaissance de neurones. Par exemple, qui sont possédés par Google ou autre, on vous fait faire comme ça un peu de travail gratuit. Alors, des fois, le travail, il est pas gratuit, on paye les gens, mais on les paye vraiment un coup de lance-pierre, clairement. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière ces algorithmes-là qui apprennent en permanence, il y a aussi des armées de travailleurs de petites mains qui vont aller cliquer, qui vont renseigner ces trucs pour améliorer l'apprentissage. C'est encore comme ça que ça se passe. C'est pas tout automatique. Alors, est-ce que ça va détruire des emplois, tout ça? Est-ce qu'on va détruire des emplois? Oui, clairement. Il va y avoir des emplois détruits. Est-ce que ça veut dire qu'il faut interdire ces technologies, cette intelligence artificielle, etc. Alors, sachant qu'intelligence artificielle, c'est pas le bon terme. Le bon terme qu'on devrait utiliser, c'est plutôt apprentissage automatique. Est-ce qu'il faut un revenu universel, du coup? Parce que finalement, on va tous devenir un peu oisifs avec des programmes qui vont faire les choses à notre place. Peut-être dans un futur lointain, mais pas tout de suite, en tout cas. Et là, le problème qui se pose à nous, c'est de se dire que l'ennemi, finalement, c'est pas ces programmes qui sont que des outils. Il s'agit pas de faire comme les ludites l'ont fait à l'époque, c'est-à-dire de prendre une massue, aller casser les métiers à tisser, parce que c'est ça c'était ça qui semblait empirer les choses pour ces travailleurs à l'époque. Nous, on pense que non, ça, c'est des choses qui seront utiles. Et c'est des choses qui peuvent apporter de grands services. Ça permettra d'automatiser des tâches, ça permettra peut-être à terme de se passer de tous ces forçats du clic aussi, si on fait encore plus de progrès, et d'avoir du temps pour faire autre chose. Clairement, tout ça, c'est un problème de contrôle de ces outils, de ces technologies, de ces moyens d'apprentissage, de production, etc. Plus généralement, dans la société capitaliste, tout ça, ça peut être vu comme des menaces, comme des problèmes. La menace principale, c'est le capitalisme là-dedans. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que toutes ces technologies, il y a quand même énormément de travail humain, en fait, qu'il y a derrière. Il y a les forçats du clic, mais aussi tous les ingénieurs, tous les chercheurs qui sont derrière pour mettre au point ces trucs-là. Ça se fait pas tout seul, il s'agit pas de jeter comme ça quelques milliers de neurones, et puis ça va apprendre tout seul de façon magique, etc. Il faut les organiser de certaines façons, etc. Trouver les bonnes fonctions mathématiques, les bons algorithmes. Faut gérer les infrastructures. Les grands data centers, c'est pareil, c'est pas des robots qui les entretiennent. Et puis, pour rigoler un petit peu à la fin, vous pouvez vous dire que tout ça, ça a des performances très relatives. Les programmes, là, AlphaStar, AlphaZero, etc. Une fois qu'ils ont gagné, ils ont pas payé leur coup à boire. On reste très loin d'une IA forte qui serait capable d'avoir ses propres objectifs, des émotions, etc. Et c'est pas ce qu'on cherche à développer. On cherche à développer actuellement des programmes
qui vont résoudre des tâches particulières, qui vont nous aider. C'est des robots, des super outils, quoi. Voilà, si vous avez des questions, je ne peux pas y répondre, et donc c'est la fin de cet exposé.